Kembo Kembo Mutata Nzambi Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Yisaya Congo, qui revient bientôt, libérer son peuple, Libantou, dispersé au-delà de feux de couche, dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Saint peuple Libantou, nous voilà encore pour une énième vidéo. Et voici les jours de Yakomo, vient ardent comme une fournaise, où tous les hautains, tous les orgueilleux, tous les méchants seront comme du chaume. Mais pour nous qui craignons son nom, Congo, s'élèvera le soleil de la justice. Souvenons-nous de la loi de Massa, celui que vous appelez Moïse. Selon le livre de Malaki, celui que vous appelez le livre de Malachi, le chapitre 4, le verset 1 à 4, qui n'est rien d'autre que la loi de Tata Nzambi, selon Néhémie, le chapitre 8, le verset 8. Saint peuple Libantou, en ces derniers temps, nous recherchons la face de Yakobo. Nous retournons à lui, à sa loi, au Koma de Mankaka, car c'est en faisant cela qu'il va se manifester, qu'il viendra à notre secours, qu'il va nous rassembler à nouveau au-delà de feux de couche et qu'il va nous restaurer. Alors mes frères et sœurs, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le livre de Deboula, celui que vous appelez le livre de Deutéronome, le chapitre 23, le verset 7 à 8. Et nous allons traiter la problématique de sang hébraïsé, ou en d'autres termes, le sang bantouisé. Alors, nous allons lire les livres de Deboula, donc Deutéronome, le chapitre 23, le verset 7 à 8. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Le fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de Yakomo. Donc le mot assemblée ici, c'est dans le Kwela. Kwela, c'est le mot assemblée en hébreu, tout comme en Kikongo. Donc c'est le Kwela. Le Kwela qui veut dire assemblée, le mariage, l'union, tout ça. Et enfin, le verset 9, on dit, « Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute mauvaise chose. » Donc, ce qui nous intéresse plus ici, mes frères et sœurs, c'est les versets 7 et 8. Ok? Alors, pourquoi seuls les enfants de la 3e génération entreront dans l'assemblée, dans le Kwela de Yakomo? C'est quoi le mystère caché dans cette 3e génération? C'est ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, Saint peuple Libantou. Alors, dans les Koma, quand nous lisons les livres de Bima Deboula, celui que vous appelez Nombre, le chapitre 12, on va prendre Bima Deboula, donc Nombre, le chapitre 12, le verset 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, on dit, Marie et Aaron parlent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Vous connaissez l'histoire. Donc, quand nous lisons ce passage, donc Bima Deboula, Nombre 12, 1 à 2, il s'est passé quelque chose entre Marie et Aaron. Donc Marie, Aaron et la femme de Moïse, qui s'appelait Séphora, qu'ils ont considéré couchite. Marie et Aaron savaient que Séphora était couchite et ne voulaient pas que leur frère Moïse, Massa, se marie avec elle, car elle était couchite. Alors que quand nous lisons 1 Chronique, le chapitre 1er, le verset 32, on va prendre 1 Chronique, le chapitre 1er, le verset 32, on va lire, donc, fils de Ketura, concubine d'Abraham, elle enfanta Zimran, Jokskan,
Médan et vous avez Madian qui est là parmi la liste. C'est-à-dire que Ketura a fait des enfants avec Abraham. Elle lui a donné 6 enfants au total. Ok? Donc, on voit que Marie et Aaron savaient que Séphora était couchite et ne voulaient pas que leur frère Moïse se marie avec elle car elle était couchite. Alors que nous venons de lire 1 Chronique 1, le verset 1er, le chapitre 1er au verset 32, ou même si nous lisons la Genèse, le chapitre 25, le verset 1er à 2, c'est la même chose. On voit que Abraham a eu 6 enfants avec Ketura après la mort de Sarah. Et parmi ces 6 enfants, il y a Madian. Il y a Madian qui est l'ancêtre des Madianites. Or, Séphora, la femme de Moïse, de Massa, est la descendance de Madian, car son père Jéthro était sacrificateur des Madian, au pays des Madian. Donc, ils sont Madianites. Or, on vient de voir que Madian, fils de Ketura, est aussi hébreu, fils d'Abraham. Mais pourquoi, malgré cela, les Hébreux israélites considéraient toujours les Madianites comme des Couchites? À l'occurrence, Aaron et Marie. D'après, on vient de lire, d'après Nombre, Bimadeboula, Nombre, le chapitre 12, le verset 1er, au chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Du verset 1er au verset 2. Alors, est-ce à cause du sang des Madianites qui n'a pas été hébraïsé ou bantouisé ou purifié à 100%? Il faut savoir que Madian, fils d'Abraham, automatiquement circoncis par Abraham, son père, il est à moitié hébreu. Donc, il a 50% de sang hébreu. Donc, son sang n'est pas totalement hébraïsé ou bantouisé. Mais ensuite, pour sa descendance, donc la descendance de Madian, la question est celle de savoir, est-ce que Madian, lui et ses petits-fils, c'est-à-dire sa descendance, se sont mariés à des Hébreux pour hébraïser ou purifier ou bantouiser à 100% leur sang à la 3e génération, selon Deboula, ce que vous appelez Deutéronome, le livre de Deutéronome, le chapitre 23, le verset 7 à 8 qu'on vient de lire? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir que la descendance des Madians, qui sont les Madianites, sont vus comme des Couchites. On a lu ça dans Nombre, le chapitre 12, du verset 1er au verset 2. Par les Hébreux, à l'occurrence, Marie et Aaron. Et j'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse. Autre chose, d'après la chronique, c'est-à-dire un chronique qu'on a lu, 1 Chronique, le chapitre 1er, le verset 32, et aussi la Genèse, le chapitre 25, le verset 1er, c'est-à-dire du verset 1er au verset 2, on comprend que si les Madianites, Séphora, savaient couper le prépuce de son fils, c'est-à-dire faire cette pratique de circoncision, c'est parce que le Madianite avait appris cela chez leur arrière-grand-père Madian. Ce qui est logique, ce qui est normal. Et que Madian, lui, à son tour, l'a apprise chez son père Abraham, qu'il avait circoncis parce que c'est le fils d'un Hébreu. Ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Ntsemo, donc Exode, le chapitre 4, le verset 24, c'est-à-dire à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Donc c'était juste une petite parenthèse que je referme. Alors, revenons dans Deutéronome, donc Deboula, le verset 23, le chapitre 7. C'est-à-dire le chapitre 23, du verset 7 au verset 8. Si nous revenons dans Deutéronome, pourquoi
seule la troisième génération entrera dans le Kwela, dans l'assemblée des Yakongo. Nous allons vous révéler le mystère caché. Il s'agit ici de la loi de Mendel. Alors, qui est Mendel? Qui est Mendel? Nous allons aller sur Wikipédia. Gregor Mendel, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas fait des cours de biologie, ou qui ne connaissent pas cette personnalité, on dit c'est un édomite, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, sur la photo. On dit que Gregor Mendel, Johann Gregor Mendel, né le 20 juillet 1822, est mort le 6 janvier 1884, est un moine catholique, puis abbé mitré de la, vous savez, donc c'est un abbé, et on dit aussi c'est un généticien, généticien et botaniste, germanophone de nationalité autrichienne, communément reconnu comme le père fondateur de la génétique. Donc il a étudié la génétique et il est à l'origine de ce qui est actuellement appelé les lois de Mendel, parce qu'il y en a 3 qui définissent la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. Donc c'était un généticien, un botaniste, il a étudié la génétique et il a développé 3 différentes lois qu'on appelle les lois de Mendel. Mais dans notre cas ici, nous allons plus nous focaliser, nous baser sur la première loi de Mendel. Alors, qu'est dit cette loi? Cette loi de Mendel. Qu'est dit la loi de Mendel? Alors, la loi de Mendel, la première loi de Mendel, l'énoncé, on dit uniformité ou homogénéité de la première génération. Bon, en fait, ici, je n'aimerais pas trop utiliser de termes trop techniques. Je vais essayer un peu de simplifier avec des termes beaucoup plus faciles à comprendre, pour permettre à ce que nos frères puissent avoir une meilleure compréhension. À ce que tout le monde puisse avoir une meilleure compréhension. Donc, on ne va pas trop utiliser des termes techniques. Alors, on dit que uniformité ou homogénéité de la première génération, croisement entre 2 races pures différentes, ces croisements-là donnent une descendance 100% homogène, avec le même caractère. Donc, on dit homogène, ça dit le même caractère, de phénotypes identiques à l'un des 2 parents avec dominance récessivité. Mais qu'est-ce que cela signifie tout ça? En d'autres termes, on dira ceci, dans un français beaucoup plus, je dirais, simple, on dira, lorsqu'on fait un croisement entre 2 races pures différentes, ça donne une descendance 100% homogène du caractère dominante. On va expliquer, comprendre ça avec des échiquiers. On va commencer par le tout premier échiquier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvenez-vous, on dit que ce n'est que les enfants de la 3e génération, d'après Deutéronome, le chapitre 1, on peut retourner rapidement dans Deutéronome. On dit que le fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans le Kwela, dans l'assemblée des Yakongo. Mais le fils de qui? C'est ce dont on nom, c'est-à-dire les enfants qui seront issus de l'union entre soit un édomite, un bantou, ou soit un kamite, un égyptien et un bantou. Ok? Donc si nous revenons dans la toute première loi de Mendel, donc ici, comme vous pouvez le voir, donc vous avez l'homme bantou qui est là. Ok? Vous avez un homme bantou. Et de l'autre côté, vous avez une femme édomite. Alors, il faut savoir que ici, on a mis, j'ai écrit noir bantou dominant. Pourquoi? Parce que la couleur noire, elle est toujours dominante. Pourquoi? Parce que l'homme noir a toutes les capacités de pouvoir mettre au monde la race blanche. Mais par contre, la race blanche, lui, n'a pas cette capacité-là de pouvoir mettre au monde un noir. C'est pour cela que la couleur noire est toujours dominante et la couleur blanche, elle est récessive.
D'accord? Alors, j'ai mis noir bantou dominant, parce que c'est la couleur noire qui domine toujours, et c'est la couleur noire qui donne naissance à d'autres races. Ok? Ou à d'autres couleurs. Alors, je disais, donc, noir bantou dominant, je l'ai symbolisé par NN en majuscule. Donc, je l'ai mis en majuscule pour montrer que c'est dominant. Ok? Ici, c'est dominant. Et de l'autre côté, je mis le B en minuscule pour montrer que c'est récessif. C'est-à-dire que la femme édomite, elle est récessive. D'accord? Donc, vous avez blanc édomite récessif. Donc, j'ai mis le B en minuscule. Donc, BB veut dire récessif, blanc édomite récessif. Et NN en majuscule, noir bantou dominant. Alors, si nous faisons le croisement de ces bantous, de cet homme bantou et de cette femme édomite, donc j'ai mis le NN de ce côté-là, sur cette colonne, et sur la ligne au-dessus, vous voyez, je mis le B en minuscule pour montrer que c'est le blanc édomite récessif. Et de ce côté, vous avez le noir bantou dominant. Alors, si nous faisons le croisement, c'est simple. Donc, on va prendre ces N-là. Si on l'associe avec le B, donc N fois B, nous avons le NB. Donc, N fois B, ok, vous avez NB, NB. Donc, N majuscule, B minuscule, N majuscule, B minuscule. Donc, vous faites la multiplication. Donc, on va vous associer NB et NB. Donc, vous faites la multiplication. Et c'est la même chose aussi en dessous. Vous prenez ce N-là, majuscule. Si on fait le croisement avec le B, donc N fois B, c'est toujours NB, vous voyez. Et N ici fois B, ça donne toujours le NB. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ceci, parce que d'après le résultat, vous voyez que vous constatez vous-même, mes frères et sœurs, que partout, c'est-à-dire que dans les enfants de la première génération sont tous homogènes. C'est-à-dire vous avez NB, 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 NB. D'accord? Mais comment interpréter alors ces résultats? L'interprétation est la suivante. C'est-à-dire que le NB, comme je l'ai mis ici, je l'ai écrit ici, de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire ces enfants métis, ok, parce que l'union, le croisement entre un bantou noir, un noir bantou et un blanc édomite donne naissance à des métis. Donc, le métis, c'est le NB. Donc, le N majuscule, le B minuscule, j'écris enfant métis. Mais ces enfants métis-là, d'après le constat, le résumé, le constat, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez 100% des chances d'avoir des enfants métis. La probabilité est de 100% d'avoir de métis avec 50% du sang bantou. C'est-à-dire que l'union ou le croisement d'un bantou, d'un noir bantou et d'une blanche édomite, d'une européenne, ok, donne naissance à de métis. Mais la probabilité, c'est que tous les enfants qui naîtront, qui seront issus de cette union, de ces croisements, auront tous des caractères homogènes. C'est-à-dire qu'ils auront tous le même teint. Et le teint de ces enfants tendront vers le noir. C'est pour cela qu'on dit toujours que le noir est dominant. C'est pour cela quand vous voyez même ici, vous voyez les enfants, comment est-ce que les enfants, regardez le teint qu'auront les enfants, vous voyez qu'ils ont tous un teint qui tend vers leur père. Ok? Donc le teint des enfants, quand bien même il n'est pas vraiment foncé comme le père, mais il tend vers le noir. Mais pas vers le blanc de la mère, mais il tend vers le noir du père. C'est pour cela qu'on dit que la couleur noire est dominante. Vous voyez ça? Donc, les enfants de la première génération, donc qui sont les NB, donc qui sont tous métis, avec des caractères homogènes, auront tous le même caractère. C'est-à-dire, ils auront tous, comment dirais-je? C'est-à-dire, comme je l'ai dit ici, donc le constat, c'est que vous avez 100% de chances, ok, d'avoir des enfants métis, et la probabilité est de 100% d'avoir de métis avec 50% du sang bantou. Donc tous ces enfants qui naîtront ou qui seront issus de ces croisements, de cette union, auront 50% du sang bantou et 50% du sang édomite. D'accord? Alors comment interpréter cela par rapport à la première loi de Mendel? Alors, par rapport à la première loi de Mendel,
la première loi de Mendel, résumée. Donc, on note que la couleur noire bantou domine la couleur blanche édomite. Donc, on obtient une génération qui se constitue uniquement par des individus qui portent les caractères dominants, c'est-à-dire qu'ils auront un teint qui tend vers le noir. Ok? Donc, l'uniformité à la première génération. Donc, NB, 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 NB. Donc, vous avez l'uniformité NB, 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 NB. C'est uniforme. Ok? Ça, c'était la première génération. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller maintenant prendre, ou bien, on va dire, croiser le métis bantou, ok, parce que ce métis-là, il a 50% du sang bantou. On va prendre ce métis qui devient adulte, si cet enfant devient adulte, et que cet enfant se marie à une bantou 100% pure, de sang bantou, on va voir maintenant quelle serait la probabilité. C'est-à-dire, les enfants seront comment en fait? Ils seront métis, bantous. On va voir les probabilités que peuvent donner ces croisements de ces métis-là avec une bantou. Donc, nous allons prendre le deuxième échiquier. Ok? Donc, vous avez le métis bantou qui est là, qui a 50%. C'est pour ça que j'ai mis métis bantou, il est là. Il a 50% de sang bantou. Ok? Et vous avez une femme bantou. Elle, par contre, elle a 100% du sang bantou. Donc, elle est 100% bantou pur. Mais celui-là, il a 50% du sang bantou. Donc, c'est un métis. Alors, si nous croisons ces métis et une femme bantou, donc je mets le NB, donc le NB là, je le mets là, NB. Et le NN de la femme bantou, je le mets là. Et si nous faisons le croisement, on va prendre N fois N, nous avons NN. Et N fois N, nous avons aussi NN. Et nous prenons aussi le B minuscule fois le N majuscule, vous avez le NB. Parce que BN, c'est égal à NB, hein, c'est la même chose. Donc, B fois N, vous avez le NB. Et B fois N, vous avez le NB. Mais qu'est-ce que cela signifie? Donc, le NN majuscule, comme je le mis là, de l'autre côté, j'écris le NN représente les enfants bantous. Mais ces enfants bantous là, ils auront 75% de sang. Donc 75% de sang bantou. Vous voyez ça? 75% de sang bantou. Et le NB, vous avez encore de métis, des enfants métis. Mais cela signifie quoi? Cela signifie que le constat est que le caractère parental se présente dans la deuxième génération avec les proportions 50% de probabilité d'avoir des enfants noirs bantous, ok, et 50% de probabilité d'avoir des enfants métis. Donc, l'union ou le croisement d'un métis bantou et une femme bantou 100%, c'est que cette union-là, ils ont la probabilité, ils ont 50% de probabilité d'avoir des enfants qui auront des enfants bantous, mais des enfants bantous avec 75% de sang, ou ils peuvent aussi mettre au monde, ils ont aussi 50% de chances de mettre au monde des enfants métis. Donc c'est 50%, 50%. Vous voyez ça? Donc ils peuvent soit mettre au monde tous les enfants qui auront des caractères négroïdes, mais ils auront le sang à 75% bantou. Mais ils peuvent aussi mettre au monde des enfants, tous les enfants qui sont métis. Donc c'est pour cela que je dis que le caractère parental se présente dans la deuxième génération avec les proportions 50% de probabilité d'avoir des enfants noirs, bantous, et 50% de probabilité d'avoir des enfants métis. Ça, c'est la deuxième génération. Et cette deuxième génération, et les enfants, et les parents, toute la famille est exclue. Même, c'est pareil pour la première
pour la première génération, ok, ça j'avais oublié de mentionner. Pour la première génération, si nous revenons un tout petit peu en arrière, donc pour la première génération, et la famille, c'est-à-dire et le père et la mère, et les enfants, toute la famille est exclue. Ok? Est exclue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le coma qui l'a dit. Donc la famille est exclue, les enfants de la première génération aussi, toute la famille est exclue. Et c'est la même chose pour la deuxième génération. Donc les enfants de la deuxième génération, ils sont exclus. Donc c'est-à-dire toute la famille, eux, le père et la mère, toute la famille est exclue. Vous voyez ça? Parce que les enfants, on ne peut pas récupérer ces enfants parce que ces enfants bantous, quand même ils sont bantous, ils auront des traits, des caractéristiques négroïdes, c'est-à-dire le nez gonflé, la lèvre un peu grosse, tout ça. Mais le sang, ces enfants n'auront pas le sang à 100% bantou. Ils auront 75% de sang bantou. Parce que le père n'a que 50 et la mère a 100. Donc les enfants viennent de faire le croisement, ils auront que 75% de sang bantou. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Alors, nous allons maintenant prendre la troisième génération. Pour la troisième génération, ce que nous allons faire, revenons d'abord dans la deuxième génération. Pour la troisième génération, il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Je dis que si ces couples du métis bantou et d'une femme bantou à 100%, ils ont la chance de mettre au monde des enfants qui auront des traits c'est-à-dire négroïdes, c'est-à-dire ils ont la chance de mettre au monde des bantous, mais ces enfants bantous n'auront que 75% des sang, on en a parlé. Ou bien ils ont aussi la chance de mettre au monde tous les enfants métis, que de métis. Mais nous allons plus considérer la première probabilité, c'est-à-dire on va supposer si, parce qu'ils ont 50% de chances, des probabilités. Mais on va prendre la première probabilité. Ok? Donc, si par exemple, considérons que ce bantou, ces métis bantou, ou ces bantou métis, et cette femme bantou 100%, de sang pur, si ils ont la chance dans leur mariage, ok, dans leur croisement, ils ont la chance de mettre au monde tous les enfants, ok, ils mettent au monde tous les enfants qui sont de bantou, ok, et que par exemple cet enfant bantou là devient adulte, il devient grand. Si cet enfant là qui a 75% de sang bantou, ok, se marie encore avec une bantou 100% de sang pur, c'est-à-dire 100%, quelle serait cette troisième, quelles seront les caractéristiques des enfants de la troisième génération entre ces bantous à 75% et une bantou pure, c'est-à-dire de sang pur, c'est-à-dire 100%. C'est ça que nous allons essayer d'étudier, de voir dans la troisième génération. Donc on va prendre cet enfant qui devient adulte, ok? Donc c'est un bantou, mais je le répète encore à 75%, ok? On va le prendre et on va le croiser avec une bantou à 100% pure de sang. Vous voyez? Donc il est là. Donc j'ai écrit les enfants du métis, ok? Donc le métis bantou, ok, pardon, le métis, c'est-à-dire bantou à 75% de sang. Okay? C'est un métis bantou, mais à 75% de sang. Mais quand vous le voyez, il a vraiment presque toutes les caractéristiques d'un bantou. Okay? Des traits négroïdes. Mais le sang, il en a 75%. D'accord? Alors, si nous le croisons avec une femme de 100% bantou, c'est-à-dire de sang pur, 100% bantou, si on essaie de faire le croisement, donc vous avez NN, vous verrez que N fois N c'est NN, N fois N c'est NN, N fois N c'est NN, N fois N encore c'est NN. Qu'est-ce que cela signifie? Donc le constat est le suivant. On dit que le caractère parental se présente dans la troisième génération avec les proportions 100% je dis bien 100%, vous pouvez le voir, hein, dans l'échiquier. Sur l'échiquier, vous le constatez que
Donc, vous avez une troisième génération avec les proportions 100% de probabilité d'avoir des enfants noirs, bantous, purs. Le sang des enfants est totalement bantouisé ou hébraïsé. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tous ces enfants-là, donc tous les enfants qui naîtront de cette relation, de ces couples, ces enfants seront totalement des bantous. Qu'est-ce que je dis par totalement des bantous? C'est-à-dire que ces enfants bantous auront 100% de sang bantou. C'est-à-dire que le sang redevient pur. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant atteint le 100% de totalité. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc ces enfants-là, ils ont maintenant, c'est-à-dire tous les traits négroïdes. Et non seulement les traits négroïdes, mais ils ont aussi le sang qui s'hébraïse complètement, qui se purifie, qui se bantouise. Donc ils ont 100% de sang bantou. Donc le sang, vous voyez que la troisième génération, le sang, c'est complètement bantouisé ou hébraïsé. C'est redevenu à l'état pur, à l'état initial, c'est-à-dire 100% de sang bantou. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qui se passe alors pour cette génération? On dit que les enfants de la troisième génération, d'après si nous revenons dans des bouts là, donc Deutéronome, le chapitre 23, les versets 7 à 9, 7 à 8, du verset 7 à 8, on dit que le fils, donc les enfants ou les fils qui leur naîtront à la troisième génération, entreront dans l'assemblée, dans les Kouela de Yakongo. Et on vient de voir que ces enfants de la troisième génération, pourquoi? On comprend maintenant que Tata Nzambi est extrêmement intelligent. Il connaissait déjà cette loi de Mendel bien avant tout le monde. Vous voyez ça? Donc c'est tellement beau. Et on comprend maintenant que pourquoi Tata Nzambi a décidé, a autorisé, a décidé de prendre ses enfants seulement, mais pas le parent. Donc le parent, parce que le père en a 75%. Le père, c'est un métis bantou à 75% de sang. La femme, quand bien même elle a 100% de sang bantou, mais à cause du mariage mixte, elle va perdre son héritage. Donc elle sera exclue, lui et son mari, à moins qu'elle divorce. À moins qu'elle divorce. Mais si elle s'entête toujours à rester dans cette union, seuls les enfants de cette union, de ces croisements, entreront dans l'assemblée de Yakongo, entreront dans le Kouela de Yakongo. C'est pour cela que je mis ici la famille exclue, c'est-à-dire quand je dis famille exclue, c'est seulement le papa et la maman, mais seuls les enfants deviennent bantous à 100%. Donc les enfants de la troisième génération entreront dans le Kouela, dans l'assemblée de Yakongo. Donc le constat, le caractère parental se présente dans la troisième génération avec les proportions 100% des probabilités d'avoir des enfants noirs, bantous, purs. Le sang des enfants est totalement bantouisé ou hébraïsé. Maintenant, vous comprenez que ça devient beaucoup plus facile à comprendre, hein, mes frères et sœurs. Donc, quand Tata Nzambi dit que seuls les enfants qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans les Kouela, dans l'assemblée de Yakongo, on comprend que pourquoi? Parce que ce n'est qu'à la troisième génération où le sang va redevenir à l'état pur, c'est-à-dire à 100%. Et vous avez vu que ce n'est que lorsque le papa a 75% de sang bantou. Et si la maman a 100% de sang pur, c'est dans ces cas-là où le sang reprend son état, c'est-à-dire redevient pur. Ok, redevient à son état pur, donc c'est-à-dire à 100%. Donc seuls les enfants entreront dans l'assemblée, dans les Kouela de Yakongo, mais pas les parents. C'est pour cela, mes frères et sœurs,
éviter, c'est mieux. Vous voyez vous-même comment est-ce que c'est compliqué. Il faut éviter le mariage mixte. C'est une abomination, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coma qui le dit. Dans Néhémie, quand vous lisez Néhémie, le chapitre 13, le verset 27, et même quand vous lisez Malaki, ce que je sais que vous appelez Malachi, le chapitre 2, le verset 11 à 12, c'est une abomination de faire des mariages mixtes. Il nous est interdit de faire ça. Et pour ne pas tomber, pour ne pas être exclus, tant mieux, pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, tant mieux, c'est marier à une bantou. Si vous êtes une sœur, cherchez un bantou, un homme bantou. Si vous êtes un frère, cherchez une femme bantou pour éviter tous ces problèmes. Là, nous sommes en train de revenir, nous revenons dans l'observation de la loi et la loi nous interdit de faire des mariages mixtes, mes frères et sœurs. Donc le mariage permis, pour nous les bantous, ce n'est qu'une femme bantou et un homme bantou. Et de préférence, cherchez une femme de la tribu de vos pères. Donc le mariage recommandé, c'est dans le livre de Bima Deboula, donc Nombre, le chapitre 36, le verset 6, du verset 6 au verset 8, mes frères et sœurs. Donc, nous comprenons maintenant que si les Hébreux israélites, à l'occurrence Aaron et Marie, selon les livres de Bima Deboula, donc Nombre, le chapitre 12, du verset 1er au verset 2, si les Hébreux israélites, à l'occurrence Aaron et Marie, considéraient toujours les Madianites, Séphora, comme une couchite, on comprend maintenant, c'est parce que Madian, lui et ses petits-fils, donc sa descendance, ne se sont pas mariés à des Hébreux israélites des Bantous, pour hébraïser ou purifier ou bantouiser à 100% leur sang à la 3e génération, selon Deutéronome, le chapitre 23, le verset 7 à 8. Mes frères et sœurs, on comprend maintenant. C'est la raison pour laquelle Marie et Aaron, donc les Hébreux israélites, considéraient c'est-à-dire la descendance des Madian, c'est-à-dire et Madian et lui et ses petits-fils, ils ne se sont pas mariés à des Bantous, ils ne se sont pas mariés à des Hébreux israélites. Donc ils ont continué à se marier à des Couchites, à des Kamites. Donc c'est normal que la descendance, le sang, parce que Madian, il a 50%. Mais s'il se marie encore à une autre, s'il se marie lui à son tour, qui est 50%, donc il est métis, il a 50% du sang couchite, et il a 50% du sang de son père Abraham, donc hébreu. Mais si il se marie à une couchite, automatiquement, il va perdre encore le taux de pourcentage de son sang hébreu bantou qui est en lui. Donc ses enfants auront 25% de sang hébreu. Et si ces enfants-là, ces petits-fils, continuent encore à se marier avec des couchites, donc toute cette descendance-là, eh bien, le sang couchite redeviendra à son état pur, c'est-à-dire à 100%. Donc c'est la raison pour laquelle, comme ils n'ont pas bantouisé, hébraïsé, ils ne se sont pas mariés, c'est-à-dire ils ne se sont pas mariés à des Hébreux, c'est-à-dire Madian, lui, et ses petits-fils, donc sa descendance, ne se sont pas mariés à des Hébreux, à des Bantous, pour hébraïser, purifier ou bantouiser à 100% leur sang, à la 3e génération, selon Deutéronome 23, 7 à 8. Conséquence, eh bien, c'est la raison pour laquelle Aaron et Marie, donc les Israélites, les Hébreux, les Israélites, les considéraient les Madianites comme des Couchites. Et c'était des Couchites. Vous voyez ça? Donc, c'est à travers cette révélation qu'on a compris maintenant pourquoi la réaction de Marie et d'Aaron, pourquoi ils étaient en colère contre cette décision que leur frère Moïse avait prise d'épouser, de prendre pour femme Séphora. Donc voilà, mes frères et sœurs,
Ça, c'était la révélation d'aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire maintenant, je crois qu'on va se revoir très prochainement. Sinon, Beluka à tous nos frères et sœurs de partout vous nous avez suivis. Keya Congo bénisse tous ceux qui prêchent, hein, tous ceux qui enseignent le coma au saint peuple bantou. Keya Congo règne et son peuple lui bantou avec Esalama Tona.